Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous avons réglé les petits problèmes techniques. Donc, je vais vous parler un peu des activités de l'Association nationale Spina Bifida et Handicap Associés, dont je suis le président. Si vous passez la diapo suivante. Voilà, je vais aujourd'hui vous parler d'un problème un peu particulier qui est une campagne d'information au niveau national. Je ne pourrais pas en parler complètement parce qu'il y a à peu près 100 slides et donc je vais faire un petit résumé plutôt orienté vers les associatifs et pas vers le monde médical puisque il n'y a pas assez de temps cet après-midi pour parler avec les médecins. Donc plutôt prévenir si la médecine ne veut pas guérir, ce qui est quelque chose de tout à fait évident, mais je vais vous emmener dans un petit voyage dans un pays qui s'appelle l'Absurdistan. La diapo suivante. D'abord, rappeler que l'association a 4 thèmes principaux. Il y en a d'autres, mais 4 thèmes principaux. Le premier, c'est l'incontinence urinaire et fécale, avec surtout les conséquences médicales mais importantes sociétales dont on parle beaucoup moins. L'existence de parcours de soins multidisciplinaires coordonnés et avec une transition bien documentée ado-adulte qui actuellement présente encore des lacunes. Mettre en place les conditions d'une vie affective et sexuée rompant la solitude des hommes et des femmes. Et là, nous travaillons beaucoup là-dessus puisque nous avons fait des stages de formation. Et dans les cadres officiels, nous sommes en train de travailler sur une amélioration de la situation avec un certain nombre de hauts fonctionnaires. Obtenir des prescripteurs et des pouvoirs publics une réelle prévention des ASTN, et c'est le thème sur lequel je vais essayer de vous développer un peu des idées nouvelles. Diapo suivante. Simplement pour rappeler que le spina bifida, c'est un polyhandicap qui implique un certain nombre de disciplines médicales très importantes. Aujourd'hui, on ne regardera que le bas, c'est-à-dire la nutrition métabolique, la prévention, l'épigénétique et génétique et l'influence des tératogènes. Je ne parlerai que de cette partie-là. Diapo suivante. Création d'une campagne nationale de prévention des AFTN, des anomalies de fermeture du tube neural, par l'acide folique qui est en fait la vitamine B9. Depuis 30 ans, toutes les interventions de l'association auprès des pouvoirs publics ont été des échecs. On a rencontré des ministres, des membres de cabinet, des conseillers techniques, des directeurs d'administration centrale. Tout le monde nous a écoutés gentiment, mais ça n'a pas avancé du tout. Pourtant, nous avons fait agir l'Académie de médecine, le défenseur des droits, les questions écrites au gouvernement, il y en a bien eu en 20 ans plus d'une quinzaine, des actions pour les agences de santé, rien n'a débouché, sauf Mme Ségolène Royal, qui à l'époque, il y a une quinzaine d'années, nous a écoutés et avait provoqué le remboursement à 65% de l'acide folique en prévention du spina bifida et de l'anomalie de fermeture du tube neural. 65% pourquoi, pas 100%. D'ailleurs, vous allez voir, actuellement, il y a une question écrite là-dessus. Diapo suivante. L'idée de départ, c'est durant le confinement. La réflexion nous a conduit à analyser et réunir des conditions d'une vaste campagne nationale d'information sur la prévention en utilisant les techniques du marketing. C'est-à-dire, on a analysé les besoins des patients et comment les réaliser, les moyens d'action en interne et externe de l'association, l'appui d'une société conseil de marketing pharmaceutique et le choix de la technique du matraquage doux, mais continu par la technique de la répétition. Diapo suivante. L'idée de base est sur la communication et la répétition fréquente du message. Et en amplifiant la campagne, nous espérons un effet de boule de neige. Et nous allons persister dans la durée. C'est-à-dire que ce ne sera pas une campagne qui dure 3 mois ou 6 mois. Diapo suivante. Le ciblage de la campagne, c'est les couples en désir d'enfant, hommes et femmes. On verra que hommes et femmes, c'est bien le couple. L'information des professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes, des pharmaciens, des diététiciens, des infirmières, des paramédicaux, des étudiants en médecine, tous les professionnels qui sont impliqués dans les problèmes liés à la femme. Et on verra à l'homme aussi. Les pouvoirs publics et les décideurs, effectivement, c'est eux qu'il faut cibler in fine. Et on utilise un moyen, c'est d'utiliser les magazines féminins pour faire les boules de neige. En effet, on a fait un travail préliminaire qui a permis de recenser les coordonnées de 100 journalistes qui travaillent dans les magazines féminins. Et la campagne leur est systématiquement envoyée et donne bien sûr des résultats. Diapo suivante. Juste pour entrer dans le vif du sujet, nous avons les dernières statistiques Eurocat, c'est-à-dire le banque de données européenne,
sur les naissances d'anomalies de fermeture du tube neural. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a l'anencéphalie, le SPINA. Je ne vais pas détailler tout ça parce qu'on va gagner un peu de temps. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Au total, en France, nous sommes aux alentours de 12 pour 10 000 environ. Et le nombre ne fait qu'augmenter régulièrement. Je n'ai pas mis les coupes puisque je l'ai déjà présenté dans une réunion antérieure. À cela, il faut associer à ces 12 pour 10 000 d'autres anomalies, le syndrome du valproate, les molécules tératogènes, les facteurs épigénétiques, les postphalia, les anomalies génétosexuelles. Vous voyez, je ne vous passe pas toute la liste, il y en a. C'est-à-dire que quand on travaille, j'ai travaillé avec une équipe de gynécologues et nous avons débouché sur une évaluation en France entre 15 et 16 pour 10 000 concernés par les AFTN, sous toutes leurs formes. C'est-à-dire environ un cas d'anomalie pour 650 grossesses. À cela, il faut ajouter le spina occulta, qui représente 17% de la population. Je m'appuie sur le PNS urologie de Neurosphinx, ce qui représente 11 millions d'hommes et de femmes en plus. Donc on voit que le problème des AFTN n'est pas un petit problème, c'est vraiment un problème de santé publique. Diapo suivante. Alors maintenant, je n'ai pas le temps de faire une étude comparative, je vais résumer. J'ai beaucoup pu développer ça dans une autre diapositive, dans un autre PowerPoint. Aux États-Unis, on recommande aux femmes en âge de procréer de consommer 0,4 mg d'acide folique depuis 1992. La Drugs and Food Administration a publié un règlement obligeant les produits céréaliers à être enrichis en acide folique. Dans le premier cas, c'est une supplémentation. Dans le deuxième cas, c'est une fortification. Le Canada suit en 1998 et puis 56 pays dans le monde en 2019. Donc on voit que les Nord-Américains ont une expérience antérieure à la France d'une génération, plus de 30 ans. Diapo suivante. Voici la dernière statistique au Canada qui m'a été transmise par l'association des spinaliphiles canadiennes. L'on voit que dans les groupes d'âge, ça c'est l'intérêt de cette étude, c'est qu'ils ont consulté les groupes d'âge. Tous les groupes d'âge de femmes, on voit le taux de prise en charge d'acide folique avant la conception d'un enfant. Et on voit qu'on est en moyenne entre 60 et 80% de prise d'acide folique antérieurement indépendamment de la fortification qui existe là-bas. Diapo suivante. Donc là, je passe en vitesse. On s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas une répartition homogène sur tout le territoire du Canada. Diapo suivante. Une étude française qui vient de sortir en novembre 2020, qui était faite d'ailleurs par Necker et Trousseau. Il n'a pas été encore vraiment très discuté parce que les auteurs de cette étude préfèrent le différer à cause des problèmes de Covid. Diapo suivante. Pour les Canadiens, on se situe entre 50 et 80% de prise d'acide folique. Et si on regarde pour les Français, on aboutit à un taux de 6,4%. À partir d'une étude menée sur toutes les prescriptions qui ont été faites, donc qui sont recensées par la CNAMTS, et l'étude porte sur 186 061 grossesses. On voit dans quelle situation, diapo suivante, se trouve notre pays. Conclusion, non seulement nous sommes monstrueusement, énormément en retard, mais en plus, on observe une progression constante des conceptions d'AFTN, puisqu'on a augmenté d'au moins 30% au cours des 10 dernières années. À un moment donné, il y avait une chute très importante et on repart vers une augmentation, alors que d'autres pays européens sont stabilisés ou même sont en régression. On explique ça en partie par une observation des carences enzymatiques, je reviendrai dessus, faute d'apport suffisant en acide folique chez les femmes. Et de plus en plus de chercheurs, et je l'évoquerai assez peu aujourd'hui, mais c'est de plus en plus important, le rôle de l'épigénétique, des cocktails de perturbateurs endocriniens, la qualité de l'air, la qualité de l'alimentation. Mais il faut citer que la prévention des AFTN laisse 28% des femmes sans solution. Je reviendrai dessus parce que c'est vraiment un gros problème. Diapo suivante.
Alors là, ça c'est pas très bon, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la liste des médecins spécialisés. Il y a le professeur Zera, le docteur professeur Aramé, le docteur Boana, le professeur Klein, le docteur Manuta et bien d'autres qui ont constitué un staff opérationnel avec des infirmières formatrices, sages-femmes. On a réuni donc un groupe, des professionnels de santé, des diététiciennes. On a également fait appel à des couples de jeunes parents d'enfants et des familles d'enfants atteints de SPINA et bien sûr l'association. Tout ceci était un staff opérationnel qui nous a permis de préparer la campagne d'information. Diapo suivante. Alors, donc, on prépare depuis mars 2020 la campagne. Durant 6 mois, on a fait une préparation. On a rédigé un teaser sous forme d'une tribune avec le staff opérationnel. On a constitué des séries d'interviews sous forme de capsules, qu'on continue d'ailleurs et qu'on va continuer encore bien pendant un certain temps. Nous avons rédigé de courts textes présentant les aspects de la prévention et insistant sur les freins et les blocages. Nous avons créé des vidéos présentant les spina bifida, personnes remarquables. Nous avons conçu et réalisé en interne par l'association. Nous avons un service communication avec un Spina Mathieu, qui est notre webmaster et responsable de communication et qui travaille depuis presque une dizaine d'années maintenant dans l'association. Le coût de l'opération, c'est environ 20 000 euros pour 2020 et ce sera 20 000 euros pour 2021. Diapo suivante. Alors, l'amplification de la campagne se fait sur les réseaux sociaux divisés par le siège. On utilise Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Signal, etc. Tous les réseaux sont sollicités soit par nous-mêmes, soit par nos adhérents, soit par nos bénévoles. Cette diffusion se fait donc au sein de l'association. Nous diffusons sur environ une dizaine de réseaux sociaux et régionaux. Donc là, nous avons l'effet boule de neige recherché. Diapo suivante. Quels sont les freins à la campagne actuellement nationale? C'est la pandémie, c'est le Covid qui, effectivement, bloque. Non pas que la campagne elle a du succès, mais nous sommes obligés d'allonger la campagne parce que la cible finale, c'est bien sûr les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics sont absolument bloqués par la pandémie et même le corps médical est très impliqué actuellement avec la recrudescence de la pandémie. Donc nous sommes obligés de poursuivre la campagne en attendant le moment propice pour, disons, mettre tout ce qu'il faut au niveau des pouvoirs publics. Mais ils sont actuellement informés. J'ai des réactions, bien entendu, régulièrement. Par exemple, hier, j'ai une réaction du Haut Comité de santé publique qui s'est permis de me rappeler qu'ils étaient tout à fait dans notre ligne et qu'ils avaient proposé au gouvernement exactement ce que nous proposons. Donc nous sommes sur la même ligne et c'est publié d'ailleurs. Diapo suivante. Alors là, le déroulement de la campagne, bon, je vais être très rapide. Bon, on a lancé une tribune via le Figaro Santé, le Figaro Santé, qui a lancé la tribune. Ça a été repris par un grand nombre de médias, notamment de magazines féminins. Mais ce genre de choses-là, c'est une action sur une période limitée et l'information passe immédiatement à d'autres domaines. Donc là, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions. On a poursuivi la campagne avec des capsules de médecins spécialistes qui ont parlé pendant tout le premier trimestre, pendant le dernier trimestre 2020. Et nous avons des vidéos d'experts, nous avons l'apparition d'un article dans Sciences et Vie, dans 55 millions de patients, enfin, je ne vais pas faire la liste, il y en a un certain nombre. On en fera le bilan plus tard. Diapo suivante. Peut-être la diapo suivante, si c'est possible. Merci. Donc voilà, un certain nombre d'articles, je continue, je vais plus loin. Je pense qu'actuellement, nous ne devons pas être loin de 100 000 mails envoyés. Et nous avons tout un système, nous utilisons un système de crédit avec des mails payants, ce qui nous permet de suivre le taux de réception, le taux de refus. On a à peu près tout ce qu'il faut savoir dans ce domaine-là. Diapo suivante. Alors, donc ça s'est poursuivi. Donc nous avions eu des interviews de sages-femmes libérales et hospitalières qui ont été publiées, qui ont été très très intéressantes. Nous avons une question écrite de Chantal de Seine au ministère, on n'a toujours pas de réponse. On a fait des créations de vidéos de personnes remarquables, c'est intéressant et c'est très positif. Par exemple, une Spina qui fait de la boxe féminine,
un spina qui est un archer fédéral. Nous avons un médaillé olympique de tir qui actuellement d'ailleurs est très sollicité parce qu'il se prépare pour Tokyo. Nous avons eu une jeune femme qui est devenue chirurgienne dentiste qui a expliqué comment elle travaillait parce qu'elle ne peut pas travailler debout, qui a un enfant qui a une petite fille de moins de 2 mois, qui a pris de l'acide folique, son mari également a pris de l'acide folique, et alors qu'elle a un frère spina, elle a donc une petite fille en parfait état et adorable, etc., etc. Et donc nous allons continuer, nous avons des globetrotters, nous avons des non-voyants qui expliquent un peu ce qu'ils font, enfin, nous avons tout un ensemble qui va se dérouler au cours du premier semestre de l'année 2021. Diapo suivante. Alors, ça, c'est la publication d'articles de fond en alternance avec des capsules présentant le spina bifida ou parlant des problèmes de prévention ou d'autres problèmes éventuellement. Nous avons les articles de fond. Et je ne pourrai pas les présenter tous. Je ne ferai faire que quelques-uns que j'ai extraits. La prévention en France, est-ce un mythe ou une réalité? Pourquoi la prévention des AFTN par la vitamine B9 n'est pas une priorité gouvernementale? Quels sont les financements pour la prévention en France? J'ai été regarder tous les bleus au Sénat et à l'Assemblée nationale et c'est extrêmement intéressant. Les futurs pères doivent-ils prendre de l'acide folique? L'acide folique et les fausses couches. Ça, j'en parlerai. Les AFTN et la vitamine B12. Doit-on prescrire la vitamine B12? L'homocystéinémie. Oh oui, je passe parce que c'est trop compliqué. Pas aujourd'hui. Diapo suivante. La supplément en acide folique et les autres anomalies congénitales. Là, je m'appuie sur toutes les études qui ont été menées par les Américains et les Canadiens. Le spina bifida occulta, folate, acide folique, vitamine B9, acide folinique, MTHFR. Que doit-on prescrire? Les allégations nutritionnelles, les allégations de santé, qui sont un règlement européen que la France devrait appliquer dans ce domaine. Écologie épigénétique et spina bifida. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien et quel est son rôle vis-à-vis des AFTN? L'augmentation des risques AFTN, pourquoi? L'agent orange, une exposition paternelle, je vais en parler. Des hypothèses de recherche et surtout, que deviennent les 28% de femmes sans solution? Et informer sur la prévention des AFTN, une obligation du professionnel de santé, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Diapo suivante. Vous voyez que le domaine est large et vaste. Il y a beaucoup à dire. La prévention en France, mythe une réalité. Seule la prévention permet de réduire la prévalence puisqu'on ne peut pas guérir. Un taux de prise de B9 de moins de 10% montre la carence de l'État qui ne sait pas d'investir, mais l'État n'est pas le seul responsable. Puisque quand on voit que moins de 10% des femmes prennent de l'acide folique, il y a franchement des choses à voir du côté des prescripteurs qui sont soit des médecins, soit les sages-femmes, puisque ces deux corps doivent prescrire dans les actes qui relèvent de leurs compétences. 3 types de comportements des professionnels de santé. Les professionnels de santé prescrivent de l'acide folique en période conceptionnelle. Je pense que c'est le cas de tous les médecins de CMAVEN et même de la filière, puisque toute la filière est concernée, j'en reparlerai. Les professionnels prescrivent à la demande de la patiente ou du couple, parce que de plus en plus de femmes maintenant consultent Internet et entendent parler de l'acide folique et posent la question. Les professionnels ne prescrivent jamais, c'est malheureusement la majorité, de l'acide folique. J'ai même entendu dire ça ne sert qu'à enrichir les urines. Réglementation, médecins et sages-femmes sont prescripteurs. Diapo suivante. Pourquoi la vitamine n'est pas une priorité? Les décideurs de la santé pratiquent une politique des malades et pas une politique de santé incluant la prévention. Le choix de l'IMG qui permet de se dispenser de toute prévention. Une cure d'acide folique coûte 15 € à comparer avec le coût d'un spina pris en charge pendant 70 ans et ça s'évalue facilement avec à 1,5 million par patient. Le principe de précaution constitutionnelle, un des grands problèmes. Effectivement, le principe de précaution fait que l'on n'ose plus rien faire. Je crois que je ne vais pas détailler parce que le meilleur exemple actuellement, c'est bien les décisions qui sont prises liées à la pandémie du Covid.
Donc ça, je crois que c'est un problème, c'est quand même un problème. Par exemple, je cite un exemple, qu'est-ce qu'on doit faire si on vaccine 1 million de personnes, il y a un cas mortel, est-ce que parce qu'il y a eu un cas mortel, on doit priver de vaccination 999 999 personnes? Je laisse chacun décider ce qu'il en pense. Diapo suivante. Le rôle des laboratoires pharmaceutiques. 4 laboratoires se partagent actuellement un chiffre d'affaires de 15 millions par an. Donc, si vous voulez, c'est un financement pour les laboratoires, un coût pour les laboratoires qui n'est pas intéressant. Donc, les laboratoires ne sont pas intéressés par faire la promotion de l'acide folique. L'organisation de la santé en France, ça c'est beaucoup plus un problème. Il existe 18 agences de santé. En fait, j'ai oublié les dom-tom, l'outre-mer. 18 agences qui appliquent une politique de santé avec des compétences pas toujours partagées avec les régions, les départements, les communes, les professionnels de santé. Là, il y a 17 agences sanitaires qui sont des établissements publics administratifs qui s'occupent chacun d'un morceau de santé. Vous avez Santé publique France, qui regroupe d'autres d'anciens, vous avez l'INSERM, vous avez la CNAMTL, vous avez l'Agence nationale de sécurité du médicament, vous avez la HAS, vous avez l'ANSES sur l'alimentation, vous avez la biomédecine, enfin je ne vais pas détailler. Donc nous sommes dans une situation en France où la santé est coupée en rondelles. Diapo suivante. Donc nous sommes dans une situation en définitive. Si je regarde les conclusions des rapports de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils ont conclu qu'il y avait une balkanisation d'une administration défaillante au retour de l'État hygiéniste. Donc en définitive, effectivement, qui est responsable de la prévention en France? Bien, j'aimerais bien que quelqu'un plus haut niveau de l'État me réponde qui est responsable de la prévention en France. Diapo suivante. Les futurs pères doivent-ils prendre de l'acide folique? La femme est-elle seule responsable des anomalies de fermeture du tube neural? Une mauvaise alimentation du père avant la fécondation peut avoir des conséquences nocives sur la santé du futur bébé. Je peux en donner des exemples. L'alimentation est souvent trop riche en matières grasses et provoque de l'obésité. Les chercheurs ont montré que les difficultés dues au métabolisme peuvent se transmettre du père vers l'embryon. Les spermatozoïdes pourraient être affectés par l'alimentation, par l'épigénome, et véhiculer une mémoire de l'environnement et de la vie de l'organisme au sein duquel ils sont élaborés. En effet, il ne faut pas oublier que... Non, une autre fois. La prévention des ASTN est corrélée à la santé féminine, mais aussi à la santé masculine. En effet, nous avons pas mal d'exemples, je peux détailler, mais j'ai malheureusement pas le temps, des cas probants. Par exemple, diapo suivante. Le retentissement sur la fertilité masculine, c'est juste pour faire comprendre que décidément, toutes les bourses vont mal. Diapo suivante. L'acide folique et les fausses couches. 60% des fausses couches du premier trimestre sont dues d'anomalies de l'embryon, empêchant le développement normal. Il y a 2 types de fausses couches. La fausse couche précoce au premier trimestre et les fausses couches tardives. Souvent, les fausses couches passent inaperçues. Diapo suivante. Pour les ASTN, on a 2 types de fausses couches. Les fausses couches graves d'ASTN incompatibles avec la vie, rachitis et anencéphalie et bien d'autres malformations encore plus graves. Nombre de fausses couches sont liées aux ASTN. L'évaluation, c'est 20 000 par an, mais impossible d'être plus précis puisqu'il est très difficile de vérifier si la fausse couche est due à une malformation, uniquement une malformation, quel type de malformation de l'embryon. La qualité du sperme joue un rôle. Les fausses couches sont vécues comme un élément traumatisant associé souvent à un sentiment de culpabilité injustifié. Durant les ASTN, on rencontre des fausses couches précoces, des fausses couches tardives, des IMG, des décès natals et post-natals. Vous voyez que dans ces conditions-là, ça représente du monde. Diapo suivante. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais le duo gagnant, c'est B9 plus B12. Diapo suivante. La spina occulta. Alors, la forme, c'est la plus fréquente, souvent sans séquelles neurologiques.
Il y a existence de signes discrets, des stigmates cutanés, des poils dans le dos, je simplifie, des petites fossettes, etc. En général, ça nécessite une investigation chez le nourrisson parce qu'on peut présumer des problèmes plus sérieux. Il y a un certain nombre d'anomalies avec le spinal, je ne vais pas trop détailler, les lipomates arachidiens, les dysfonctionnements génitaux urinaires, des anomalies orofaciales, c'est dans le bec de lièvre, des plus graves, des déformations du pied, la syringomélie, des régressions caudales. La spina bifida occulta, effectivement, en principe, c'est anodin, mais nous rencontrons de plus en plus de cas d'adultes qui ont des spina occulta qui se décompensent, et on voit apparaître des pieds qui commencent à tourner, j'utilise le langage de tout le monde, hein, des pieds qui tournent et des petits problèmes de pipi. Et donc, en général, ça nécessite un examen détaillé en neurochirurgie. Diapo suivante. La spina occulta. Alors, là, j'ai donné encore d'autres anomalies un peu plus graves. L'acide folique permet-il de prévenir la forme occulta? Pas de données dans la littérature confirmée. Quand on regarde la littérature, PubMed et autres, on n'a pas on a du pour et du contre. Pas de données pour contester la prise de 0,4 mg d'acide folique pour réduire l'occurrence du spina occulta. Le spina bifida occulta concerne 17% de la population française. Est-ce que l'on doit pratiquer proposer l'acide folique dans le cas de la population en général, pour façon réduire l'occurrence du spina bifida occulta? Ça, c'est quelque chose à débattre. Diapo suivante. Alors, l'augmentation des risques d'AFTN, je crois que le temps passe, je vais passer. Diapo suivante. Alors, effectivement, juste quand même la pollution. Apparemment, d'après la littérature, le tabagisme actif ou passif provoque une diminution de taux de folate. Et donc, est un élément important, de plus en plus important, moi je vois au fil des années, pour prévenir les AFTN. Également, si on fait une étude biographique critique des AFTN, on s'aperçoit que les eaux de pluie pour la cuisine jouent un rôle, puisque la pollution passe dans les eaux de pluie à la campagne et peut être la pollution atmosphérique, absolument, absolument. Le plomb dans l'eau, l'exposition à l'arsenic, l'exposition au méthylmercure et métaux lourds, l'exposition matérielle au benzène et aux solvants organiques. Diapo suivante. Tout ceci est recensé et répertorié dans la littérature. Il y a des causes aussi externes, peu connues, fièvre et bain très chaud lors du premier trimestre de la grossesse. Je ne peux pas détailler, mais j'ai des cas dans l'association de femmes qui, effectivement, dans le cours du premier trimestre, ont fait des grippes ou des fièvres importantes et ont donc eu des problèmes d'AFTN. Le rayonnement nuisant, consommation d'alcool, ça c'est évident, les tératogènes, je passe. Donc là, c'est toute une étude que j'ai menée à partir de la bibliographie, à partir également en utilisant les banques de données de médecine de preuve. Diapo suivante. Alors, un cas particulier pour montrer qu'il y a des influences chez l'homme. Le cas particulier de l'agent orange, exposition paternelle et spina bifida. Il existe une association entre l'exposition à l'agent orange, qui est un défoliant qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, de façon à gagner la guerre, et le risque de spina bifida. C'est une preuve de médecine par méta-analyse. Des femmes de soldats américains exposés régulièrement à l'agent orange et revenus aux États-Unis après la guerre, ont eu des enfants et on s'est aperçu d'une occurrence parfaitement anormale de naissance d'enfants atteints de spina bifida. Le gouvernement américain il y a des études qui ont été faites et le gouvernement a même reconnu les faits et a indemnisé les familles concernées, reconnaissant le rôle de l'agent orange dans l'apparition d'une anomalie de fermeture tumorale. Le Vietnam a fait les mêmes observations avec beaucoup plus de cas. Le sperme de l'homme pourrait-il transmettre à la femme les AFTN? Une prise d'acide folique en périconceptionnel est-elle utile chez l'homme? Dans le doute, la réponse est oui. Diapo suivante. Enfin, pour terminer, je ne voudrais pas trop dépasser,
Que deviennent les 28% de femmes sans solution? Effectivement, lorsque l'on utilise une bonne prévention d'AFTN, on s'aperçoit que 28% des femmes sont sans solution. Ces femmes subissent, l'association est interrogée par un certain nombre, par de plus en plus de femmes, plus en plus. Là, en un mois, c'est 3 déjà, qui me posent la question des couples désemparés sans solution. Ces femmes ont subi une, voire 2 IMG consécutives avec prise d'acide folique en périconceptionnel. Elles s'adressent à nous en disant qu'est-ce que l'on peut faire? La question, c'est y a-t-il un protocole de prise en charge pour ces femmes? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? J'ai déjà posé des questions à un certain nombre de spécialistes, j'ai déjà plusieurs réponses, mais j'attends d'avoir quand même à ramasser un certain nombre d'informations de façon à pouvoir essayer de leur proposer des solutions. Doit-on doser le taux de folate dans le sang? Doit-on et peut-on détecter les mutations de gènes? Parce qu'effectivement, je ne vais pas parler de la partie d'épigénétique, c'est 677T, du gène de MTHFR, je ne peux pas en parler maintenant, on en parlera une autre fois. Qu'apporte en plus la MTHFR réductase par rapport à l'acide folique? Quel rôle joue la duplication SOX3 dans les AFTN? Recherche-t-on l'hyperhomocystéénémie dans le déficit en B12 ou B9? L'altération de MTHFR. Comment s'explique la montée régulière du taux de prévalence AFTN? Vous voyez qu'il y a un certain nombre de diapos suivantes. Il y a donc un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Que proposent à ces couples désemparés? Alors, rappelons que la détection du gène C677T est très difficile. Il y a un polymorphisme. Actuellement, y a-t-il des laboratoires en France qui permettent de rechercher le variant C677T par le fameux test PCR? Diapo suivante. Dernière minute. Les Chinois et les Américains ont publié récemment un article sur le gène VNGL.2, VANGL2, qui est essentiel à l'orientation correcte des cellules du tube neural et donc dans laquelle la fermeture est impliquée. Des mutations du VANGL2 ont été trouvées aux USA et en Chine chez 15% des fœtus humains atteints de spina bifida. Ces mutations appelées mosaïcisme ne sont pas transmises par les parents. Sur les rats et les souris, si 16% des cellules de la future moelle épinière sont imputées, les cellules ne savent plus dans quelle direction elles doivent se développer et entraînent 5 à 6 cellules voisines, amplifiant le défaut initial. Voilà le dernier point de la recherche. Je n'ai pas plus d'informations que là, mais ça laisse des perspectives intéressantes que je n'ai pas le temps de développer. Diapo suivante. La prévention par la vitamine B9 et B12 concerne tous les couples, hommes et femmes, en désir d'enfant. Au sein de la filière Neuro 5, cette problématique devrait concerner les 3 réseaux, CEMAVEM, MAREP, MARVU. Diapo suivante. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'accompagner en Absurdistan, que je n'ai pas pu tout à fait développer dans mon voyage, mais je vous assure que quand on peut développer le voyage, on n'est pas déçu de ce voyage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon déjeuner et à bientôt. Merci, Monsieur Hafner. Je crois que c'est effectivement un point crucial, fondamental, alors que de nombreux pays dans le monde pratiquent la prévention. Pourquoi en France il y a de telles réticences? On a une question qui est un petit peu en rapport, mais en marge aussi. On assiste depuis quelques années dans nos CHU à une augmentation importante du nombre des naissances de myéloméningocèle, qui n'est pas liée au fait qu'il y a plus d'enfants conçus, mais moins d'IMG plutôt. Ça commence à poser également des problèmes de prise en charge au sein de nos hôpitaux. Est-ce que vous, au niveau de votre association, c'est quelque chose qui commence à être sensible et quels seraient les leviers à actionner aussi dans ce sens? Et on peut se demander s'il n'y a pas de notre côté, de soignants, un problème dans l'information délivrée pendant la grossesse. Oui,
votre avis? C'est une question que nous avons depuis plusieurs années. Tout à fait, je suis parfaitement conscient. Effectivement, on constate qu'effectivement, plus de femmes sont de plus en plus réticentes, enfin, un certain nombre de femmes sont réticentes à l'IMG. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il y aura une étude typologique, ça va dépendre de l'âge des femmes aussi, etc. Parce que vous avez beaucoup de femmes maintenant qui ont des enfants tardivement et qui ont du mal à avoir des enfants. Puisque la moyenne optimale, c'est 28 ans, beaucoup de femmes ont des enfants bien après maintenant. Et beaucoup de femmes aussi sont obligées de pratiquer. Il y a 50 000 FIV en France. Et quand on a fait 4, 5 FIV dans les conditions que vous connaissez, et qu'on s'aperçoit que c'est un enfant qui est atteint de la FTL, là, vous avez vraiment des problèmes. Vous voyez l'exemple des femmes là, qui ont eu un ou deux IMG et qui s'adressent à nous, se posent vraiment des questions. Est-ce que si je suis nouveau enceinte, je le garde ou je ne le garde pas? Vous voyez? Alors, ça c'est un premier type. Il y a un deuxième type de personnes. Il y a des gens qui sont contre l'IMG. Il y a des femmes ou des couples qui sont contre l'IMG, soit pour des raisons tout à fait parce qu'elles sont agnostiques, soit parce qu'elles sont religieuses. Dans le monde chrétien, c'est partagé. Par contre, dans le monde musulman, pour beaucoup, une IMG, c'est un péché. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Il faudrait faire une petite étude là-dessus. Mais je suis persuadé que dans le monde moderne, actuellement, l'IMG, il y a des pays où l'IMG est inférieur à 60%, alors qu'en France, on est aux alentours de 80%. Mmh. Oui, merci pour ces éléments de réponse. Une autre question. J'ai répondu avec les éléments que j'avais. Vous voyez, je n'ai pas bien répondu à votre question. Bien sûr. Mais c'est aussi une décision individuelle. On ne peut pas généraliser les décisions individuelles. Non, non. Et je pense que la filière a aussi un rôle à jouer bien sûr. En collaboration avec tous, hein, mais bien sûr, mais sur l'information qui est délivrée pendant la grossesse, je pense. Il y a une autre question. Même avant. C'est dès la demande de contraception qu'il faut déjà informer en disant quand vous arrêtez la contraception, attention. Absolument. Passez au moins une consultation prénatale ou mettez en place ce qu'il faut pour avoir un enfant dans les meilleures conditions. Absolument. Encore une dernière question, c'est plus une interpellation. Quelqu'un qui nous dit que dans la malformation d'Arnold Chiari, les publications scientifiques suspectant un lien entre carence en vitamine B12 et malformation sont légion aussi. Donc c'est... Oui, ça se généralise de plus en plus. Mais voilà. Je me méfie aussi d'une mode qui va dire que quand on ne sait pas, c'est forcément une FTL. Il faut regarder. Je suis un scientifique, il faut garder son esprit critique. Absolument. C'est difficile, mais il faut absolument vérifier les choses. Et on peut dire, bon, je pense que, mais en réalité, il faut se baser sur... Moi, je m'appuie énormément sur PubMed et sur toutes les publications qui sortent. Oui, merci encore. Et en faisant un tri en plus. En faisant un tri. Merci encore, Monsieur Hafner. C'est vrai qu'on pourrait parler encore des heures. Malheureusement. C'est un sujet assez vaste. Hein. On est pris par... Ça ne se réduit pas uniquement à prendre une petite pastille de B9, B12 tous les matins. Hein. C'est plus compliqué que ça. Moi, il y a beaucoup de choses aussi en écologie qu'on pourrait parler. Parce qu'effectivement, moi, je suis très inquiet d'une jeune femme qui, au milieu de Paris, veut avoir un bébé, au milieu des vapeurs de voitures, etc., avec tous les perturbateurs endocriniens. Elle mange vite le midi, elle mange mal, etc., etc., etc. Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça oblige à vivre peut-être, d'envisager l'avenir différemment. Et c'est ce que j'appelle la vraie écologie. Je suis désolé de dire ça. Ça, c'est la vraie écologie d'hygiène de vie. Bien sûr. Hygiène de vie, absolument. Eh ben, on va conclure sur votre présentation en remerciant toutes les personnes connectées ce matin. Je laisse Iris conclure définitivement et nous donner rendez-vous cet après-midi. C'est ça, Iris ? Oui, la filière Neurosphinx remercie tous les intervenants de la matinée. Donc, les présentations étaient très complètes et précises.
Et donc, on vous donne rendez-vous dans une petite heure, donc à 14 heures. Voilà, ce sera la session CEMAVEM, donc Centre de référence coordonné par le professeur Fabrice Parker qui exerce à Bicêtre. Et demain matin, donc autre rendez-vous à 10 heures avec Madame Céline Angin de la BNDMR. Puis ce sera la session Marvue, donc coordonnée par le professeur Elgonemi au sein de l'hôpital Robert Debré. On espère vraiment que ces journées vous apportent autant qu'à nous. Et puis merci beaucoup pour votre implication et pour votre visionnage.